Voici ce qu'écrit le célèbre rabbin voyageur Benjamin Tudel alors qu'il visite le sud-ouest de la France en 1360. La Provence possède 3 yeshivot remarquables, celles de Montpellier, de Lunel et de Nîmes. La première est la colline du Temple, la deuxième en est le parvis, la troisième est l'entrée du Temple, d'où la doctrine se répand dans tout le pays. Et en effet, le Languedoc ou l'Occitanie, avec la Provence, ont été des terres de grande présence juive depuis l'Antiquité. Et cette présence juive s'est maintenue pendant tout le Moyen-Âge, malgré les décrets d'expulsion successifs de Philippe Auguste, Louis XI dit Saint-Louis, Philippe le Bel et les autres, qui se succéderont de 1182 à 1501, date où les derniers juifs fuiront et partiront vers les États du Pape, Avignon, la Savoie, l'Allemagne ou l'autre rive de la Méditerranée. Pour rendre justice à cette dimension juive de l'Occitanie, un hors-série remarquable et très riche vient de paraître. Il est édité par le groupe de presse Midi Libre et s'intitule « Juifs d'Occitanie, une histoire méconnue ». Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Roger Torgman et Michael Liancourt. À l'un, nous devons l'initiative du projet, à l'autre, la grande majorité des articles historiques du volume. Michael et Roger, bonjour. Bonjour, bonjour. Je vois, avec toutes les interventions des politiques, il y a une sensibilité des politiques à la question. Tout à fait. Donc, quand j'avais fait cette proposition, j'avais en tête comme ça trois objectifs. Premièrement, un objectif de vulgarisation, ça, oui. D'où le titre. Cette histoire, elle était connue d'un certain nombre, d'un cercle, d'un cénacle d'initiés, d'intellectuels, de spécialistes du monde juif. Mais je mesurais bien qu'elle n'était pas connue du grand public. Donc, premier objectif, le faire connaître dans le grand public. Deuxième objectif, c'était aussi la fameuse injonction du Talmud, tu enseigneras à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Donc c'était aussi de faire un ouvrage à caractère, je dirais, non lié à l'actualité, un peu intemporel, qui pourrait être lu par des générations futures. Et puis troisième dimension, et c'est là où je rejoins votre question, c'était de se dire, si cet ouvrage il peut aussi contribuer à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, c'est aussi bien. Et donc par rapport à ce troisième objectif, cet ouvrage y a assez répondu, semble-t-il, puisque toutes les personnalités politiques de la région ont adhéré, ont soutenu le projet, et en particulier la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, qui est très sensible à cette cause et qui a lancé un vaste plan sur ce sujet. Parce qu'il y a quand même pas mal d'antisémitisme dans la région. Oui. Je dirais que pas plus qu'ailleurs, pas moins qu'ailleurs. Bien évidemment, il y a eu, quand on parle de la région Occitanie, les événements dramatiques de Toulouse et de la Fermera, bien évidemment, qui a été, je dirais, une onde de choc pour le judaïsme français et particulièrement pour le judaïsme de la communauté de Toulouse, qu'il a vécu comme un véritable traumatisme. Mais bien évidemment qu'il y a une préoccupation permanente. L'actualité est là pour nous le rappeler régulièrement, malheureusement. Et donc ce combat, il faut continuer à le mener. Roger, ce qui m'a frappé aussi dans ce hors-série, c'est la qualité des planches, la qualité de la publication. Qui est-ce qui a collaboré alors ? Voilà, effectivement, c'est l'occasion d'illustrer la qualité de ce partenariat avec Midi Libre. Je l'ai dit déjà dès le départ sur l'acquiescement de ce projet, mais après, tout au long de la réalisation, il y a eu un travail formidable entre Michael, les différents contributeurs et les équipes qui ont fait la maquette, qui ont fait la conception, qui ont fait les illustrations. Je pense que vous avez pu observer qu'il est magnifiquement illustré. Il est magnifique, oui. Et encore une fois, je veux dire, nous, un grand hommage à Midi Libre, la Dépêche, pour cette collaboration, sans laquelle, effectivement, cet ouvrage n'aurait pas pu voir le jour. Alors, Michael, vous qui êtes historien, directeur de l'Institut Maïmonide de Montpellier, je voulais vous demander à quand remontait la présence juive en Occitanie et en Provence, et qu'est-ce qu'on a comme vestige ? La plus ancienne trace d'une présence juive dans l'aire hexagonale, c'est effectivement la découverte dans les années 60 au plan d'Orgon, dans le conclave messin, qui est une enclave pontificale,
à l'époque, qui correspond à Carpentras, Cavaillon, Avignon et L'Isle-sur-la-Sorgue, Oui. d'une lampe à huile, un peu avant, un peu après le 1er siècle de notre ère, avec une menorah, un candélabre, un chandelier à 7 branches, qui démontre une présence juive qui remonte à des temps immémoriaux. Là où il y a des Romains, il y a effectivement une présence hébraïque. La plus ancienne trace pour la région Languedoc-Roussillon, c'est la pierre tombale de Narbonne, qui désigne l'inhumation précipitée de 3 défunts, les enfants de Paragourus, Justus, Matrona et Dulciorella. C'est un texte à épigraphie latine qui se clôt par 3 mots hébreux, Shalom al Israël, paix sur le peuple juif. D'accord. Donc à Montpellier. Alors j'ai vu qu'il y avait aussi des traces à Béziers, un cloître qui correspond en fait à une synagogue, c'est ça ? Il y a effectivement dans le cloître de la cathédrale Saint-Nazaire des traces du départ précipité des Juifs pour Olot en Catalogne lors de la croisade des Albigeois par Simon de Montfort. On a sur la façade de la cathédrale Saint-Nazaire de Béziers la représentation de 2 femmes censées représenter donc l'église et la synagogue. Oui. Ecclésia et synagoga. La synagogue, c'est une femme voûtée, les yeux bandés. Oui. Le judaïsme aveugle la vérité chrétienne et Ecclésia présentée triomphante. On a la même chose à Strasbourg, où synagoga a même le sceptre brisé. Pour Montpellier, on a 2 vestiges. Oui, pardon, je vous ai interrompu pour Montpellier. Il y a quelque chose de très important dont l'acquisition a été faite récemment. Le deuxième vestige, c'est quoi ? Le Marzor, à côté du Mikvé, qui est l'un des plus anciens bains rituels juifs, retrouvé dans les années 80 pour le millénaire de la ville. Nous avons le Marzor, qui est un recueil liturgique hébraïque pour les grandes fêtes de Tishri, qui a été acquis par la municipalité à la fin des années 2000, qui est rare et qui renvoie à l'exil des Juifs dans le Conte Avenessin à la fin du XIVe, début XVe siècle, au moment de sa rédaction. Et quelle est sa spécificité ? Il est écrit, vous dites qu'il est écrit en hébreu provençal, c'est ça ? Il est écrit en hébreu, mais il y a des annotations en judéo-espagnol, en judéo-occitan sur les côtés, ce qui démontre effectivement d'abord l'origine pour beaucoup de juifs occitans, l'Andalousie. On sait que le XIIe, lors de la persécution par les Almohades, beaucoup de juifs andalous, des cénacles de savants hébraïsants, arabisants et hellénisants vont trouver refuge ici, quand d'autres, comme Maïmonide, vont aller vers le versant oriental. Et ce qui démontre aussi qu'il pratique effectivement la langue du cru, la langue des autochtones, l'occitan, le judéo-occitan, le judéo-provençal. Et c'est vraiment un manuscrit assez exceptionnel. Alors, on peut le voir où, ce Marzor ? Il est aux archives municipales de Montpellier, à la médiathèque Émile Zola. Oui. Il faut en faire la demande et on pourra l'admirer. Alors, il n'y a pas que les vestiges, il y a aussi les noms. Alors, j'ai vu en feuilletant ce hors-série qu'il y a des noms typiques juifs qui sont encore portés. Espagnol, provençal, clarion, allègre, bélide. Tout ça montre, ces noms, ils ont un équivalent latin, j'imagine. Tout ça montre en fait l'ancienneté de la présence juive donc dans toute cette région. Oui, au niveau de la patronymie, cela chante la riche histoire des Juifs occitans, provençaux. On a des patronymes comme Carcassonne, Bédaride, Jarry, Yarri, ça vient des Juifs de Lunel, Harari, de Montpellier. Donc on a même des noms Durand, Sandé ou Dupont sont des noms juifs. Et donc ce qui démontre effectivement qu'il n'y a pas de France sans juifs, et qu'ils sont là depuis des temps immémoriaux, quelque part, pour faire sourire, on pourrait presque dire nos ancêtres les Hébreux. Carrément, mais c'est vrai. Et quand est-ce que s'arrête cette présence ? Elle s'arrête brutalement avec, ça va sonner le glas des communautés juives occitanes et françaises par l'édit de Philippe le Bel de 1306, l'expulsion des Juifs de France, un siècle après l'Angleterre. Les Juifs doivent partir. Ils retourneront plusieurs fois dans le courant du XIVe siècle, qui voit une politique de déarchiversation des monarques français rythmée par des expulsions et des rappels. On les expulse parce qu'ils ne sont pas chrétiens, parce que ça fait rentrer des deniers dans les caisses de l'État. On les rappelle parce qu'on en a besoin d'un point de vue économique. Et ce jeu de va-et-vient va se clôturer définitivement en 1394, au moment de l'expulsion définitive des Juifs du royaume de France, et dernière poche résiduelle de Juifs, par Charles VI. En 1306, ils vont en Espagne, où ils seront expulsés en 1492. Et en 1394, ils vont dans le Comte Avenessin, qui n'est pas français jusqu'à la Révolution, qui est une enclave pontificale, où ils seront protégés. Ce qu'on appelle les Juifs du Pape. Les Juifs du Pape, mais aussi stigmatisés.
Et la Provence, alors je me posais la question pour la Provence, quand elle est rattachée au royaume de France, alors ils sont expulsés, c'est ça? Oui, oui, effectivement, ils vont en 1501, ils vont devoir prendre le chemin de l'exil, et beaucoup iront en Sardaigne et en Sicile. Je voulais juste aussi, par rapport à leurs conditions de vie, vous demander, j'ai vu qu'il n'y avait pas forcément d'application systématique du Concile de Latran, c'est-à-dire de la rouelle, etc. Il y avait une espèce de relâchement, de laxisme des autorités du Sud par rapport à ça? Oui, en tout cas, Montpellier, par exemple, fait figure de cité tolérante, cité de tolérance, accueillante, fort de l'édit de Guillaume de 1181, quiconque d'où qu'il vienne puisse enseigner la physique, c'est-à-dire la médecine à Montpellier. Oui. Donc les Juifs pouvaient enseigner la médecine à Montpellier. En tout cas, pratiquer. Ils n'ont pas enseigné à la faculté de médecine, ils n'ont pas encore moins été chanceliers, mais ils ont eu une activité de médecine assez importante. Ils ont opéré des traductions d'œuvres de médecine arabe médiévale. Ils ont traduit de l'arabe et de l'hébreu en latin par le truchement de la langue vernaculaire, par le biais de l'occitan. Ils ont joué un rôle de passeur de culture entre l'Ibérie musulmane et la chrétienté féodale. Si Montpellier, ce qu'elle est aujourd'hui, elle le doit à ces cénacles de savants hébraïsants, arabisants, hellénisants, et à ces rapports étroits, à ces liens ténus entre frères aînés monothéistes autour du savoir. Pas de lecture apologétique des faits, il y a des moments de crispation, d'intolérance, des plaintes chez les consuls de mer où on se plaint tantôt de la flamboyance de la synagogue, autant de l'insalubrité des lieux. Mais somme toute, les Juifs sont relativement bien intégrés et participent grandement à la vie intellectuelle, à la vie commerçante de la cité cosmopolite de la ville de la montagne, appelée en hébreu Ir Ha'ar, Ir HaKodesh. Oui, donc, mais quand même, il y a quand même des points extrêmement négatifs. J'ai appris, par exemple, qu'il y avait des persécutions de Maranes dans le Roussillon et à Toulouse, comme si on était en Espagne. Et j'ai aussi appris qu'il y a eu un massacre, le massacre des Pastoureaux en 1320. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, l'histoire de Toulouse est beaucoup plus différente. La crime est plus sombre. Roger parlait de l'époque contemporaine avec la Fermera. On pourrait parler aussi de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, et aussi du Moyen-Âge. L'histoire du Languedoc est plus ensoleillée, au propre, comme au figuré. Transmission du savoir. Les Juifs ont eu, vous parlez des Pastoureaux, ont eu à subir les foudres notamment de Simon de Montfort lors de la croisade des Albigeois à Béziers, où effectivement, lors de la recherche des hérétiques et des cathares, ils ont eu à subir les foudres. En tout cas, une chose est sûre, et vous avez déjà commencé à nous en parler, quand on vous lit, on s'aperçoit qu'il y a eu nombre de grands maîtres et de savants, par rapport à la Torah, mais pas que, dans tout le Languedoc. Alors, par exemple, Bagnols-sur-Cèze, c'est la terre de Gershonide. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, effectivement, il y avait de grands chachamim, de grands rabbanim, de grands lettrés qui ont beaucoup apporté au judaïsme. Et, il y avait Lévi ben Gershon, dit Gersonide, qui a essaimé entre Bagnols-sur-Cèze et Orange, une grande figure. On pourrait citer aussi le Meiri à Perpignan, Yedaïa Hapnini à Béziers. Ce sont des petits maïmonides, des lettrés, qui appartenaient à ces cénacles de savants qui étaient arabisants, hellénisants, qui occupaient plusieurs métiers, qui étaient souvent médecins, exégètes, et qui ont été très impliqués d'ailleurs dans les controverses maïmonidiennes qui ont occupé un bon nombre de collectivités. Doit-on comprendre le judaïsme à la lumière de la sophia grecque, oui ou non, rigoriste et rationaliste? Et justement, à ce propos, à Lunel, l'importance de la ville de Lunel. Lunel, c'est la ville de la grande famille des Méchoulanes, qui eux-mêmes vont accueillir les Tibones d'Espagne. Et l'un des Tibones d'Espagne traduit Maïmonide en 1204. Donc en fait, la Provence, c'est la terre c'est la terre qui a traduit Maïmonide. Donc ça, c'est vraiment très important. Parce que ça va donner lieu à des controverses, justement. Oui, effectivement. L'arrivée des Juifs andalous fuyant les persécutions almohades, beaucoup viennent ici en Languedoc-Provence, notamment le lignage des Thibons, l'ancêtre, Yehuda ibn Thibon, qui est traducteur des œuvres de Saadia Gaon et Yehuda Halevi, arrive de Grenade. Il est sollicité par le chef de la communauté, Massi Meshoulam, qui est au courant
ce opus magnum de Maïmonide qui entend concilier les postulats de la science et de la foi. Le fameux livre des égarés ou livre des perplexes. C'est ça, Moreh Nevuchim en hébreu, Dalalat al-Haylin en arabe. Il a été écrit en arabe avec des caractères hébraïques et les communautés occitanes sont incapables de le lire. Donc Yosef Nathan Cohen de Lunel désigne le fils Thibon, Shmuel ibn Thibon, pour qu'il traduise de l'arabe avec des lettres hébraïques, parce que les Juifs n'avaient pas le droit d'écrire dans la langue du prophète, de l'arabe en hébreu, hébreu. À Posquière, actuel Vauvert, à l'inverse, Posquière, c'est la terre de la Kabbale. C'est la terre de la Kabbale, en grande partie selon Moshe Hidel, parce que la Provence-Languedoc est une terre de passage et de brassage, un carrefour civilisationnel, où circulent les gens, les idées, les styles de vie. C'est un siècle de renaissance, le XIIe, dans les milieux chrétiens qui influence le monde juif. Et les juifs ne veulent pas rester en reste, veulent montrer aux gentils, entre guillemets, aux chrétiens qui eux aussi ont un savoir, ont une science, et ils consignent noir sur blanc, sur parchemin, des traditions fort anciennes. Ainsi, les premiers documents kabbalistiques de l'histoire de l'humanité, c'est pas l'Espagne, c'est pas Eretz Israël, c'est le Languedoc. C'est l'académie du Rabad et de son fils Isaac l'Aveugle. Donc oui, le Languedoc est une terre de Kabbale, et Vauvert tout particulièrement. Vous dites que Isaac l'Aveugle, justement, c'est l'inventeur du Ein Sof. Ein Sof, c'est ça. Incroyable, de cette importance du Languedoc. J'aimerais que tous les deux vous nous parliez de votre travail et de cet Institut Maïmonide à Montpellier. Alors, cet Institut Maïmonide, qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'il est né ? Il est né, c'est un institut d'études juives qui a été créé par le professeur et grand rabbin René Samuel Sirat, qui a créé aussi l'Institut Rachi, qui a toujours été très impliqué dans les études juives et le dialogue interreligieux, qui un jour est venu à Montpellier lors d'une conférence. Je l'avais invité lors de la journée de Jérusalem. Il a dit au su de l'histoire glorieuse des Juifs à Montpellier, avec la médecine, la philologie, c'est pas normal qu'il n'y ait pas un institut d'études juives. On était une dizaine d'années après la découverte du mikvé. Et Georges Frêche, qui était un grand ami du judaïsme et d'Israël, présent là, a dit « Montez quelque chose et moi je vous subventionne ». C'est ainsi qu'est créé l'Institut Maïmonide, fondé donc par Sirat et Frêche, qui avaient déjà découvert le mikvé de concert, qui ont souhaité doter Montpellier d'une structure sur les études juives avec une grande coordonnée œcuménique, dialogue interreligieux, parce que ça renvoie à l'histoire locale, et patrimoniale, puisque nous avons la chance d'avoir l'un des plus anciens mikvéos. Donc c'est un institut d'études juives qui a élargi récemment son champ de compétences aux religions filles, christianisme et islam. D'accord, ça c'est récent. Voilà. Vous avez reproduit les fameux cénacles judéo-chrétiens toute modestie, oui, auxquels participait Chersonide, voilà. Oui. Et donc votre objectif, en fait, vous le dites, c'est passer de l'enseignement du mépris à celui de l'estime par la connaissance, c'est ça, Roger ? Oui, bon, sur l'Institut Maïmonide, je veux dire, j'en parle sous le contrôle de Michael, parce qu'effectivement, il a été un petit peu à l'origine de cet institut. Mais ce que l'on observe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, à travers l'Institut, c'est un lieu de rencontre où il y a de grands intellectuels qui interviennent, de toute confession, et que c'est un lieu d'échange, de débat vraiment extrêmement enrichissant. C'est aujourd'hui une institution qui est incontournable sur Montpellier et sa région, et au-delà. Voilà, moi, je pense que maintenant l'Institut Maïmonide, il est connu vraiment très, très largement. Et voilà, bon, et Michael, qui en est le directeur aujourd'hui, voilà, l'anime de façon remarquable. Finalement, en fait, vous vous battez contre un problème qui est le même qu'au Moyen-Âge. Je ne sais pas qui le dit dans le magazine, mais ça se dit. En fait, le problème, c'est l'ignorance, les idées reçues et le mépris, en fait, dont sont victimes les Juifs. Oui. Et finalement, l'antidote, c'est peut-être la connaissance. Oui, c'est la méconnaissance qui engendre les préjugés. La plupart des gens ne savent pas ce qu'est le judaïsme, c'est la longue présence des Juifs dans l'ère hexagonale. Les seuls clichés qu'ils ont, c'est la Shoah et Israël, et encore c'est des visions effectivement courtes. Et nous souhaitons effectivement mieux faire connaître le peuple à la loi mosaïque, et parce que c'est une histoire qui est longue, qui est belle, qui est riche, qui se confond avec l'histoire de France à l'heure de la résurgence de l'antisémitisme. Donc ça a été effectivement une très très belle idée qu'a eue Roger Torchman et qu'il a souhaité décliner au travers de ce hors-série. Merci pour cette lumière pour lutter contre ce que Salmona appelle la tâche aveugle.
Ça. La présence, l'absence des Juifs dans l'histoire de France alors qu'ils sont tout le temps là partout. Alors Roger, dites-nous comment se procurer cette hors-série. Cette hors-série, aujourd'hui, on peut se le procurer de deux façons. Bon, premièrement, pour tous les habitants de la région Occitanie, il est disponible dans les kiosques de Midi Libre de la Dépêche. Très bien. Donc voilà. Après, deuxième cercle, au-delà des lecteurs de la région, donc il y a aujourd'hui 2 applications de vente en ligne qui permettent de l'acquérir. Il y en a une sur le site donc de Midi Libre. Vous tapez abonnement.midilibre.fr et vous le trouvez. Et également, nous on l'a mis aussi également en place sur le site du consistoire de Montpellier, donc montpellier.consistoire.org. En particulier, nous on a une option qui permet de le rendre disponible pour les lecteurs étrangers. Voilà, option qui n'est pas disponible sur le site Midi Libre. Oui. Et donc, on a eu récemment, par exemple, des acquéreurs d'Israël qui l'ont commandé. Voilà. Oui, donc ça, c'est les 2 façons très, très pratiques de se le procurer. Donc, à lire, incontournable, ce hors-série publié par Midi Libre, Juifs d'Occitanie, un grand halo de lumière dans l'ignorance aveuglante. Merci.